La 29e conférence régionale de l'Organisation mondiale de l'alimentation, FAO, s'est ouverte ce matin à Abidjan avec la rencontre des experts. Les participants ont jusqu'à mercredi pour défricher le champ des questions agricoles de l'Afrique et préparer des solutions pour résoudre la problématique de la sécurité alimentaire. Le régulateur des télécommunications annonce l'arrêt d'exploitation du réseau par 4 opérateurs de téléphonie. Groen, Warid Côte d'Ivoire, Comium et Niamoutier Télécom ne font donc plus partie des opérateurs GSM exerçant dans le pays, annoncé par le directeur général de la RTCI face à la presse ce lundi. D'autres nouvelles assez rassurantes de Bouna, l'école a repris dans la ville. Passé les affrontements, toutes les écoles ont rouvert ce lundi avec la présence massive d'élèves et d'enseignants. Notre envoyé spécial s'est rendu dans les établissements scolaires, son témoignage à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, de violents affrontements se sont produits dans les bastions de l'opposition à Brazzaville. Des combats y ont opposé les forces de l'ordre congolaises à des assaillants non identifiés. Ces troubles interviennent après la réélection contestée du président Sassou dès le premier tour de la présidentielle du 20 mars dernier. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. La transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Ce sujet est au cœur de la 29e conférence régionale de l'Organisation mondiale de l'alimentation, FAO. Elle s'est ouverte ce matin ici à Abidjan avec la rencontre des experts qui se pencheront sur la sécurité alimentaire, la malnutrition et la bonne pratique agricole. Autre enjeu très important, créer les conditions pour permettre aux populations rurales de vivre décemment. L'éclairage de Noël Niagno. Top départ de la 29e conférence régionale de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour l'Afrique, avec le conclave des experts et des hauts fonctionnaires, depuis ce lundi 4 avril. Présidé par le directeur de cabinet du ministre ivoirien de l'Agriculture, les participants à cette réunion ont jusqu'à mercredi pour défricher le champ, préparer le labour et permettre ainsi au ministre africain de l'Agriculture de semer les bonnes graines à l'effet d'apporter des réponses à la problématique de la sécurité alimentaire en Afrique. À l'ouverture de cette instance d'importance stratégique pour la conférence, le ministre ivoirien de la production animale a rappelé la pertinence du thème de la conférence régionale d'Abidjan, transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Les retombées positives de la transformation sont nombreuses. Et je voudrais mentionner le renforcement de la chaîne des valeurs, la prévention et la réduction des pertes post-récolte et des pertes post-capture, l'amélioration et la répartition équitable des revenus, le développement de l'agro-industrie et l'agro-business. Voilà qui explique certainement la forte participation des pays d'Afrique. 51 États sur 54 ont confirmé leur participation contre 41 il y a 2 ans à Tunis. En prélude à cette 29e conférence régionale de la FAO, des organisations de la société civile, notamment celles opérant dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et la nutrition, se sont réunies vendredi. Elles ont adopté une position commune en vue d'orienter les décisions de la conférence. Lansine Bakayoko à Mississauga. À cette conférence régionale, les sujets mis sur la table par les organisations de la société civile ne manquent pas de pertinence. Il y a toute cette problématique de l'environnement de la production. Qu'est-ce qu'il faut en amont comme apport pour que l'agriculteur puisse bien faire son travail et qu'est-ce qu'il faut comme aval, notamment les questions liées au marché, la problématique des changements climatiques et de la durabilité des productions. On peut parler d'agroécologie, de partenariats publics-privés. Toutes ces questions seront débattues ici. Si les expériences récentes ont démontré qu'en faisant part au gouvernement de leur analyse des enjeux régionaux liés aux objectifs stratégiques de la FAO, la société civile contribue à enrichir les débats. En Côte d'Ivoire, nous savons que nous devons faire encore beaucoup d'efforts pour que, au niveau, par exemple, du vivrier, on puisse arriver à la conserver. La banane plantain, on produit beaucoup, de millions de tonnes, mais on n'arrive pas à conserver la banane. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un peu de moyens pour qu'on organise, on planifie notre production. Depuis 2014, les consultations régionales de la société civile sont une partie intégrante du processus des conférences. Voilà un geste dont pourrait se réjouir l'Organisation mondiale de l'alimentation FAO.
un don de 350 tonnes de semences de riz à la Guinée, une manière de permettre au pays de reconstituer son système semencier de riz après la crise d'Ebola. Le geste est de l'ONDR et Africa Rice dans le cadre du projet Semences d'urgence en appui aux populations de Guinée affectées par la crise Ebola. La remise officielle de ce don a eu lieu au siège de l'ONDR à Yamoussoukro, financé à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. Ce projet traduit la solidarité de la Côte d'Ivoire au peuple de Guinée. Soro Corona, Kwadjo Kwame. Ces camions chargés de semences de riz sont en partance pour les régions de Kankan et Nzérékoré en République de Guinée. 50 tonnes de semences de base pour rebâtir le système sémencier national guinéen et 300 tonnes pour produire cette année du riz de consommation. Ce sont les fruits du projet Semences d'urgence en appui aux populations de Guinée affectées par la crise Ebola. Financé par le gouvernement japonais, piloté par l'ONDR, l'Office national de développement de la riziculture et le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, ce projet vise à reconstituer la base sémencière de la Guinée détruite par la crise sanitaire. Il s'agissait de reconstituer les stocks de semences pour que le pays frère qu'est la Guinée puisse continuer de produire du riz de manière normale. Ça renforce la coopération entre les différents pays, la coopération sud-sud. Pour les responsables d'Africa Rice, ces semences produites par des sémenciers et multiplicateurs ivoiriens montrent la volonté de l'Afrique à s'autosuffire en riz. Avec des rendements de 8 à 10 tonnes, ceci va permettre à la Guinée assez rapidement de relancer sa production de riz aux besoins des populations. Pour le projet Semences d'urgence en appui aux populations de Guinée affectées par la crise Ebola, ce sont les variétés de riz Nerica 4 et Nerica L19 qui ont été retenues. Green, Warid, Cause et Café Mobile ne font plus partie des opérateurs GSM exerçant en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation du secteur, RTCI, leur a retiré la licence d'exploitation. Un retrait justifié, selon l'arbitre des activités de télécommunication, par un grave manquement à des obligations découlant des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les opérateurs mis en cause ont également violé les stipulations contractuelles contenues notamment dans leur cahier de charges. On en sait un peu plus avec Lansine Bakayoko et Adama Kone. Réseau coupé pour Green, Warid, Cause et Café Mobile. Ces opérateurs de téléphonie mobile ont l'obligation d'arrêter immédiatement la commercialisation de leurs produits, en l'occurrence les cartes SIM et les recharges. C'est la conséquence de la décision de retrait définitif de licence de ces 4 opérateurs par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire à RTCI. Ces 4 opérateurs n'ont pu faire face à leurs obligations financières vis-à-vis du trésor public, auquel il reste de voir plus de 80 milliards de francs CFA. Au niveau des obligations d'offres et de qualité du service, les objectifs liés notamment au relèvement du niveau de couverture de la population en accès au débit, à l'obligation de permanence, de qualité et de disponibilité du service et de dynamisation de la concurrence n'ont jamais été satisfaites. Pour chacun des 4 opérateurs concernés, la survie passait par une restructuration financière des dettes et de gros investissements. L'État de Côte d'Ivoire, dans sa clémence, a conclu des protocoles d'accord pour permettre à certains de ces opérateurs d'échelonner leur paiement au-delà des 2 années qui leur a été initialement accordé. Là encore, les engagements n'ont pas été honorés. Mais tout n'est pas perdu. L'État envisage d'ouvrir le marché à un 4e opérateur. À ce niveau, les ex-opérateurs, Chromium, Oricel Côte d'Ivoire, Namoutier et Warid, pourraient se mettre ensemble pour obtenir cette 4e licence. En attendant, les 4 sociétés dont le portefeuille client dépasse à peine 1 million d'abonnés, représentant 4,2% du marché national, ont obligation de maintenir sur une durée maximum de 30 jours à compter du 4 avril les services fournis exclusivement sur leur réseau. Rendons-nous maintenant à Cannes, en France, où s'est ouvert ce matin le marché international des programmes de télévision. Le MIP TV est connu pour être le plus grand marché de programmes télé au monde. La RTI y est présente, plus précisément RTI Distribution, appuyée par la ministre de la Communication. Envoyé spécial à Cannes, Christelle Menant.
20 652 mètres carrés sur la Croisette. Le Palais des Festivals de Cannes rassemble depuis ce matin plus de 1600 exposants et 4000 acheteurs venus du monde entier pour le MIP TV, le marché international des programmes de télévision. Les grosses majors de l'audiovisuel sont présentes, parmi lesquelles un challenger, RTI Distribution, entité du groupe RTI. Sur son plateau, près de 1000 heures de fiction ivoirienne à vendre. La Côte d'Ivoire a des talents, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'opportunités d'affaires qu'on peut y faire. Nous avons l'intention de montrer justement que par la télévision, les jeunes générations ou nos enfants ou les adultes peuvent non seulement se divertir, mais également se former. C'est aussi une formidable opportunité pour la RTI de pouvoir y vendre ses programmes, de pouvoir nouer des partenariats. 1000 heures de fiction ivoirienne qui participent aussi au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers ces marchés de l'audiovisuel. La ministre de la Communication entrevoit déjà des perspectives pour le Discope Abidjan. Il est important donc que la Côte d'Ivoire puisse venir aussi apporter sa contribution ou en tout cas marquer sa présence. Le MIP TV, nous aurons naturellement au mois de juin le Discope Abidjan. Nous espérons que le Discope sera évidemment un marché d'envergure du MIP TV, de sorte que nous ayons vraiment tout le monde entier qui afflue pour acheter évidemment des programmes, et y compris naturellement des programmes de la RTI, c'est ce que nous espérons. Faire du Discope Abidjan un rendez-vous incontournable de l'audiovisuel africain à l'instar du MIP TV. Créé en 1964, le MIP TV est devenu le marché le plus réputé au monde pour les contenus TV et digital et le grand rassemblement chaque mois d'avril des professionnels de l'industrie et des stars du petit et du grand écran. Retour à Abidjan dans un autre registre. 10 spécialistes en valeur du trésor de l'UEMOA ont été retenus ici en Côte d'Ivoire. Ils sont désignés et sélectionnés par appel à candidature par l'Agence de l'Union monétaire ouest-africaine, agence UMOA Titre, et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Ces acteurs ont reçu aujourd'hui les chartes régissant les relations entre eux et l'État ivoirien. Les précisions de Justine Seydjike. Les spécialistes en valeur du trésor sont les établissements de crédit et les sociétés de gestion et d'intermédiation SCGI liées à l'émetteur par une charte qui leur assigne des missions et obligations et en retour des avantages spécifiques. La Côte d'Ivoire en compte désormais 10 retenus après un processus rigoureux de sélection entamé en août 2014. Ils ont reçu des mains du ministre chargé de l'économie et des finances leur charte. Pour l'année 2016, l'État de Côte d'Ivoire s'est fixé un objectif d'émission de titres de 1191,6 milliards de francs CFA. Ces emprunts seront émis à hauteur de 621,6 milliards par voie d'adjudication et de 570 milliards de francs CFA par voie de syndication. À cet égard, je voudrais pouvoir compter sur les SVT qui auront donc un rôle important à jouer dans la mobilisation de ces ressources qui financeront l'édification d'une Côte d'Ivoire prospère et émergente. Ces spécialistes en valeur du trésor SVT habilités de la Côte d'Ivoire se disent prêts à remplir leurs missions qui sont entre autres l'animation du marché secondaire des titres de la dette publique et la promotion des valeurs du trésor. En tant que SVT, nous avons aussi une mission d'assister le trésor dans ses études et nous pensons que nous sommes bien outillés pour le faire. L'agence UMOA Titre est acteur de la désignation de ces SVT sélectionnés par la BCEAO. Il fallait donc sélectionner les SVT sur la base des dossiers qu'ils ont soumis, en se basant sur les moyens dont ils disposent et surtout leur engagement, les moyens financiers qu'ils ont pour participer aux émissions des États. Ces 10 spécialistes en valeur du trésor, retenus pour un mandat de 3 ans, sont appelés à contribuer à la mobilisation de près de 1200 milliards de francs CFA sur le marché régional et à la maîtrise du coût de la dette. En image, la rencontre ce lundi entre le ministre des Affaires étrangères et le bureau du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. La délégation conduite par le nonce apostolique Joseph Spiteri a abordé avec Albert Mabry-Touakeus les questions liées aux conditions de travail des missions diplomatiques représentées dans le pays, la sécurisation des ambassades et du personnel diplomatique,
la collaboration avec le ministère des Affaires étrangères ont aussi été évoquées. La séance aura permis de trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail et de vie des agents de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire. Un vœu cher au chef de la diplomatie ivoirienne qui entend multiplier ce genre de rencontres avec le corps diplomatique. Je vous le disais en titre, la vie reprend son cours normal à Bouna. Une délégation de parlementaires s'est rendue à Bouna pour échanger avec les chefs de communauté. La mission envoyée par le chef du Parlement est allée apporter sa compassion aux populations avant de chercher à comprendre les causes de la crise qui a opposé les communautés. Diagnostic qui permettrait de proposer des solutions. Envoyé spécial à Bouna, Mamadou Kouassi. Une délégation de l'Assemblée nationale chez le roi de Bouna. Les députés mandatés par le président Guillaume Soro sont allés exprimer leur compassion aux différents peuples de la région du Boukani, mais aussi chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Le chef de la délégation, Priva Oula, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale, a rassuré le Bouna Massa de la disponibilité du Parlement ivoirien à trouver une solution rapide et durable à cette crise. Il y a les mécanismes à l'Assemblée nationale. Il y aura certainement la demande des députés, vu l'importance et l'urgence de ce dossier, pour qu'il y ait une information parlementaire. Une information parlementaire qui peut déboucher sur une enquête parlementaire même. Parce que vous savez, il y a tellement de conflits. On était tout récemment à Bassam, c'était une attaque. Aujourd'hui, nous sommes à Bouna, à Vavois, à Chouefri. Il y a beaucoup d'attaques. Il faut comprendre. Et les parlementaires que nous sommes venus pour comprendre. Une démarche saluée par le roi de Bouna, qui a saisi l'occasion pour inviter les populations au renforcement de la cohésion sociale afin de contribuer au développement du Boukani. Pour qu'on puisse vraiment continuer à entretenir les liens de fraternité et de cohésion dans cette région-là. Parce que nous sommes trois grandes entités. La communauté Koulango, qui a eu à fonder le royaume, les Malinqués qui sont arrivés, nous faisons la communauté Louvi. Nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres, mais que chacun de nous fasse l'effort, aux populations et aux cadres surtout, pour qu'ils comprennent qu'on a intérêt dans cette région-là à conjuguer nos efforts pour le bien-être de cette région-là. Après la cour royale, la délégation de l'Assemblée nationale s'est rendue chez le chef des lobbies. Ici également, les échanges ont porté sur la cohésion sociale et sur la paix. Pour lui, il souhaite la paix. Rien que la paix, c'est la paix parce que vraiment ça l'a surpris et il souhaite que la paix revienne très rapidement. C'est vraiment son souhait le plus ardent. Cette tournée des parlementaires à Bouna a pris fin par une séance de travail avec le préfet de région, Thieu Fosier, qui a fait le point de la situation aux envoyés de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et ces autres nouvelles assez rassurantes de Bouna, l'école a repris dans la ville. Passé les affrontements, toutes les écoles ont rouvert ce lundi avec la présence massive d'élèves et enseignants. Notre reporter s'est rendu dans plusieurs établissements scolaires. Son témoignage. Salut aux couleurs nationales au groupe scolaire Bouna 1 pour annoncer les couleurs de la reprise des cours après 2 semaines de congés liés à la fête de Pâques. Dans ce groupe scolaire, élèves et enseignants ont répondu présents. Des plus jeunes aux plus grands, tout le monde a regagné sa classe. Dans cette ambiance de reprise, des absences sont constatées. Ces absences sont dues à la crise qui est survenue, mais je crois qu'avec le temps, les gens vont comprendre, ils vont laisser les enfants venir à l'école. C'est un travail psychologique qu'on va faire au niveau des enfants. Sinon, au niveau des collègues, ce que je constate, puisque tout le monde est là, parce qu'on a laissé la peur de côté. Au groupe scolaire Bramakoté, toujours dans la commune de Bouna, élèves et enseignants sont à la tâche. Nous avons noté beaucoup d'absents, précisément au nombre de 21. Contrairement à un effectif de 51 élèves. Bon, il faut dire qu'ici à Bramakoté, il y a certains enfants qui viennent des villages, précisément Bramakoté et Pitefro. Et peut-être parmi les prudence, ceux-ci ont jugé bon d'observer un peu la situation. En plus des élèves, quelques enseignants manquent à l'appel, mais les élèves se réjouissent de retrouver les bancs après les congés émaillés par les affrontements communautaires dans la région. Je suis à l'école, je suis content. Je suis venu à l'école ce matin pour apprendre des choses, pour voir mon maître, saluer mon maître, voir mes camarades. Après la ville de Bouna, cap sud des villages, Assoum 1, Assoum 2, Bania. Dans tous ces villages, la reprise des cours est effective. Mais il faut cependant noter des absences d'élèves habitant des villages environnants. Dans le secondaire, pas de cours, mais des examens blancs.
Moment choisi par le directeur régional de l'éducation nationale de faire le tour des centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement. À l'heure qu'il est, j'ai la situation générale sur l'ensemble de la région. Les cours se déroulent normalement pour le primaire, pour le préscolaire également. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au secondaire, ce sont les examens blancs. Les choses se déroulent normalement, donc il y a la paix. Et ceux qui sont encore sceptiques, nous leur demandons de se ressaisir et de venir au travail. À Bouna, l'on enregistre 56 écoles primaires avec des classes de maternelle et 3 écoles secondaires, dont un privé. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a observé ce lundi à Bassam le salut aux couleurs nationales. C'est une tradition tous les premiers lundis de mois. La cérémonie du jour a été suivie d'un dépôt de gerbes de fleurs en hommage aux victimes de l'attentat sur les lieux du drame de Grand Bassam. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Le drapeau national flottant dans le ciel de Grand Bassam. Ce lundi, la ville historique a rendu honneur aux couleurs du pays. Un geste qui vient comme un message. Bassam se relève. L'avenir est dans la paix. Et c'est autant d'éléments qui se retrouvent dans la valeur civique que nous essayons de prôner. C'est pour cela qu'il était de bon loi qu'en levant le drapeau ici, nous venions rendre hommage à ces victimes et lancer un appel définitif aux jeunes pour qu'ils s'éloignent de toute forme de violence. Que la violence soit ici à Bassam ou à Bouna, il faut que définitivement les jeunes s'éloignent de la violence parce que leur avenir ne se trouve pas dans la violence, leur avenir se trouve dans le travail, le respect de la discipline. Aux côtés du ministre Sidi Touré, le ministre Jean-Claude Brou de l'Industrie a dit sa foi en une reprise économique dynamique de la première capitale ivoirienne. Nous sommes déterminés à poursuivre notre marche en avant, nous sommes déterminés à poursuivre derrière le président de la République, le président Alassane Ouattara, notre marche vers l'émergence. Parce que c'est ça notre objectif et rien ne nous arrêtera. Devoir de mémoire, la délégation a visité les sites de l'attentat et salué les disparus. La communauté éducative vient de découvrir les données statistiques scolaires 2015-2016. C'était au cours d'une cérémonie en présence des partenaires techniques et ainsi que la ministre Kandia Camara. Plus de 117 millions d'informations ont été collectées durant cette année scolaire. Le point de Patricia Omoetia. 4 mois de pré-campagne et de campagne dans le préscolaire, le primaire et le secondaire ont conduit à la production de données statistiques. Environ 117 millions d'infos collectées dans 2223 écoles préscolaires, 15 536 écoles primaires et 1485 établissements secondaires généraux. Comparativement aux statistiques de l'année dernière, les indicateurs de cette année sont en hausse avec le maintien des jeunes filles à l'école. Nous sommes partis de 42% de taux d'achèvement primaire à aujourd'hui 64% pour les jeunes filles. Vous voyez, nous avons eu plus de 20 points, ce qui est très important. Donc que ce soit le taux d'achèvement, le taux brut, et nous avons vu que le taux de transition entre le primaire et le secondaire, avec la politique de dip de moyenne qui passe en classe supérieure, nous avons aujourd'hui 80% de taux de transition. Bonne nouvelle pour la première responsable de l'éducation nationale. Depuis 3 ans, le ministère œuvre pour une éducation de qualité. Les résultats mis à notre disposition aujourd'hui nous permettent d'observer les différentes évolutions dans le domaine de l'accès, du maintien et de la qualité. Ils sont nécessaires pour une bonne planification de la construction des infrastructures scolaires dans la perspective de la politique de scolarisation obligatoire. Chaque année, le ministère de l'Éducation nationale produit des données statistiques et d'informations fiables. Le but est de réaliser une planification objective du système éducatif, d'où cette rencontre pour diffuser les résultats auprès des acteurs et partenaires du système éducatif. En politique, cette visite de terrain effectuée dans le nord du pays par Mamadou Sangafoa Coulibaly, cadre du Rassemblement des Républicains. Il s'est rendu d'abord dans le département de Kong, puis à Wongolo-Dougou avant de terminer à Ferkessé-Dougou. L'émissaire du RDR dit être allé toucher du doigt les problèmes de la base, chômage, promotion des cadres, absence de solidarité. Recueillir les difficultés de la base afin de les aplanir, c'est la mission de Mamadou Sangafoa Coulibaly dans le Tchologo. Cette mission, à lui confiée par la direction du RDR, l'a conduit successivement dans les départements de Kong, Wongolo-Dougou et Ferkessé-Dougou. Dans ces différents départements, Mamadou Sangafoa était à l'écoute des militants. Nous sommes ici pour parler du cadre de la mission, dans le cadre d'une tournée que le parti a voulu sur l'ensemble du territoire,
afin de s'enquérir de l'état de santé du parti, parce que vous savez très bien que nous allons aller au parti unifié. Et je pense que chaque parti composant le parti unifié doit être très fort pour que la composante qui sera issue de ce parti, qui sera le parti unifié, soit très fort. C'est l'objet de la mission. Chômage dans leur rang, manque de solidarité, promotion des jeunes cadres du parti, autonomisation des militantes, des problèmes qui ont été égrenés par les responsables locaux à leur hôte. C'est avec une oreille attentive que le cadre du parti, Mamadou Sangafowa Coulibaly, dit avoir écouté toutes ces difficultés. Il a promis que son parti, le RDR, ne restera pas sourd et agira. Très bientôt, un plan pour le financement des projets dédiés exclusivement aux militants et un autre qui permettra d'insérer les jeunes au chômage verront le jour. Cette bonne nouvelle, Mamadou Sangafowa Coulibaly a tenu à la donner à la base du Tchologo. Pour finir, il a invité ses militants à œuvrer pour la réussite du second mandat du président de la République, un mandat qu'il veut inclusif pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. À l'étranger, le Congo, où de violents affrontements se sont produits dans les bastions de l'opposition à Brazzaville. Des combats ont opposé ce lundi les forces de l'ordre congolaises à des assaillants non identifiés dans des quartiers sud de la capitale, acquis à l'opposition. Ces troubles interviennent après la réélection contestée du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, dès le premier tour de la présidentielle du 20 mars dernier. Christelle Nyawa, Thomas Guessambi. Des combats ont opposé lundi les forces de l'ordre congolaises à des assaillants non identifiés dans les quartiers sud de Brazzaville, acquis à l'opposition, ayant contesté la réélection annoncée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso dès le premier tour de la présidentielle du 20 mars. En fin de matinée, des milliers d'habitants paniqués fuyaient la zone des combats qui semblait avoir cessé. Selon plusieurs témoins, des échanges de tirs à l'arme automatique émaillés de détonations d'armes lourdes ont commencé dans les quartiers de Mayanga et de Makelekele entre 2h et 3h et ont duré pratiquement sans discontinuer jusqu'à vers 6h. Bon, on nous parle de l'éruption des compatriotes appelés communément des ninjas. Et avons remarqué aussi la présence dans les quartiers, notamment dans les ruelles, d'un certain nombre de compatriotes en civil armés. La situation était revenue au calme vers 9h. En fin de matinée, des centaines de policiers et militaires patrouillaient dans les quartiers sud de la capitale, véhiculés dans des 4x4 et des véhicules blindés. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce qui passe pour être le plus gros scandale dans les coulisses de l'évasion fiscale. Une centaine de rédactions dans 76 pays, coordonnées par le Consortium international des journalistes d'investigation, ont eu accès à une masse d'informations inédites qui jettent une lumière crue sur le monde de la finance offshore et des paradis fiscaux. La fuite concerne 11,5 millions de fichiers. Les Panama Papers révèlent qu'outre des milliers d'anonymes, de nombreux chefs d'État, des milliardaires, des grands noms du sport, des célébrités ou des personnalités sous le coup de sanctions internationales ont recouru à des montages offshore pour dissimuler leurs actifs. On l'a décrit déjà comme la plus grande fuite d'informations jamais exploitée par les médias. 11,5 millions de documents provenant des archives du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialisé dans la domiciliation des sociétés offshore, ont atterri entre les mains du Consortium international des journalistes d'investigation. Après un an d'exploitation, ces documents, baptisés Panama Papers, révèlent un vaste système d'évasion fiscale. Système orchestré par des milliers d'anonymes, des hommes d'État, des grandes fortunes, des célébrités du sport, dont Lionel Messi et Michel Platini, ou des personnalités sous le coup des sanctions internationales. Tous ont recouru à des montages offshore pour dissimuler leurs avoirs financiers dans des paradis fiscaux via le cabinet Mossack Fonseca. L'enquête révèle la création de plus de 214 000 entités offshore créées ou administrées par Mossack Fonseca depuis sa fondation en 1977 et jusqu'en 2015 dans 21 paradis fiscaux et pour des clients issus de plus de 200 pays et territoires. Au nombre de ces illustres clients, 12 chefs d'État, dont 6 encore en activité, 128 dirigeants politiques ou encore 29 des 500 personnalités les plus riches du monde. Pour sa part, le patron du cabinet au cœur de cette affaire a estimé ce lundi que ces fuites constituaient un crime et une attaque contre le Panama. Autre réaction, celle du président français François Hollande. Il promet des enquêtes fiscales vu que 1000 Français sont cités. Pour l'instant, cette affaire est loin d'être terminée. Les journalistes enquêteurs
promettent d'autres révélations dans les jours à venir, de quoi rappeler l'affaire Wikileaks. Pour terminer, sachez qu'un premier groupe de 16 Syriens a atterri aujourd'hui à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, en provenance d'Istanbul, dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, annonce faite aujourd'hui par un responsable de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés. Voilà, il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.